Bienvenue sur Un air de RH, le podcast des éditions Tissot et de Culture RH qui décrypte les enjeux de l'entreprise avec un objectif clair. Vous donner des clés concrètes, immédiatement activables pour piloter vos organisations avec efficacité et bienveillance. Aujourd'hui, nous abordons le sujet de la santé mentale au travail. Depuis 2025, la santé mentale est désignée comme grande cause nationale. En 2026, cet engagement a été renouvelé. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Augmentation des arrêts courts liés aux risques psychosociaux, tensions sur les collectifs de travail, managers sous pression. La question n'est plus de savoir si le sujet concerne l'entreprise, mais comment elle doit s'en saisir. Quel est réellement le rôle des RH, de l'entreprise? Comment passer de l'intention à une véritable culture de prévention? Je suis Pauline Correa et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Marianne Cordray, VP Human Resources chez Eurecia. Avec une approche autour de la prévention et de l'accompagnement, elle contribue à installer une culture managériale où la santé mentale n'est pas un tabou, mais un levier durable de performance collective. Dans cet épisode, nous allons parler responsabilité, posture RH, rôle des managers, dispositifs concrets, culture du feedback et surtout, bonnes pratiques applicables, quelle que soit la taille de votre organisation. Allez, c'est parti! Bonjour Marianne! Bonjour Pauline. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour parler sujet santé mentale. La santé mentale est placée comme grande cause nationale par le gouvernement depuis 2025 et cette position est renouvelée en 2026. En gros, qu'est-ce que ça change pour les entreprises? Est-ce qu'il y a plus d'obligations? Alors en quelque sorte, cette obligation, elle existait déjà dans le Code du travail à travers les obligations de l'entreprise en matière de santé et de sécurité. Donc ça pesait déjà au sein des entreprises. Le fait de l'identifier comme une grande cause nationale en 2025 et de la reconduire en 2026, elle a permis aux entreprises de focuser davantage dessus et de construire des politiques et des plans d'action spécifiques. Même si, avant 2025, de nombreuses entreprises en subissaient ou en ressentaient déjà les impacts. Pour vous donner un peu de chiffres, en 2025, il y a eu une hausse de plus de 9% du nombre d'arrêts de moins de 10 jours en lien avec les RPS. Donc 2025 est venu encore montrer que c'est un vrai enjeu. L'entreprise, elle a un rôle, oui, à jouer là-dessus, mais tout comme chacun. C'est le fait de bien vivre ensemble dont nous sommes tous responsables. Aujourd'hui, nombre d'heures des collaborateurs sont passées en entreprise et donc l'entreprise a cette obligation-là, en fait, de faire cohabiter des collaborateurs ensemble. Donc il lui incombe aujourd'hui de gérer l'impact des résultantes de la santé mentale comme elle doit gérer des impacts de problématiques de santé physique. Nous avons appris à gérer les problèmes de santé tels que des pathologies physiques lourdes. Il faut que nous accompagnions, nous maintenant en tant que DRH, nos organisations à gérer les situations générées par des pathologies en santé mentale. Et quelle est votre position à vous, votre posture à vous par rapport à ce sujet de santé mentale en tant que DRH? J'ai pris le parti de faire de la santé mentale un non tabou, un sujet qui doit pas faire peur aux dirigeants, aux managers, aux collaborateurs de l'entreprise. Donc la première pratique que j'ai instaurée, c'est d'en parler, c'est de ne pas diaboliser ce sujet en entreprise. Et ça a commencé en embarquant l'entreprise, donc le CEO de l'entreprise, le COMEX, ses managers et le CSE sur ce sujet. Donc c'est d'en parler et d'en faire un non-sujet plutôt qu'un sujet de tension ou de crainte, comme on peut le voir par ailleurs, parfois. Donc j'ai instauré une culture de prévention. J'ai choisi de plutôt prévenir les situations pour ne pas faire de l'entreprise un facteur qui aggraverait des sujets ou des problématiques liées à la santé mentale de nos collaborateurs ou un facteur déclenchant et de me positionner et de positionner mon entreprise en tant qu'accompagnant, bien évidemment dans la limite de ce qui relève du champ d'action de l'entreprise. Donc tout à fait. Et donc les RH, on va dire, ne sont pas les seuls concernés par cette problématique de santé mentale. Vous parlez d'embarquer la direction, les managers et même le CSE. Et quel est votre rôle en tant que professionnel des ressources humaines sur ces sujets de santé mentale, mais surtout, jusqu'où faut-il aller? Quelles sont vos limites?
Le rôle de l'équipe RH, il est central et il tourne autour de 3 axes. La prévention, comme je le disais tout à l'heure, la détection, et l'accompagnement. Les RH, ce ne sont pas des professionnels de santé, mais ils sont des acteurs clés de la qualité de vie au travail et de la prévention des risques psychosociaux, les fameux RPS. Donc le rôle des professionnels RH et d'un DRH, c'est de mettre en place une politique de qualité de vie au travail, de le porter comme une politique de gestion des talents, d'évaluer les RPS tels que le stress, la surcharge, les conflits, le harcèlement, notamment à travers l'élaboration du DURP et du plan de prévention des risques professionnels qu'on est amené à faire avec le CSE. C'est d'être un acteur fort et de porter fortement l'analyse de l'absentéisme et du turnover. C'est également de mettre en place dans sa politique de prévention et d'engagement des baromètres de mesure de l'engagement et du bien-être au travail. C'est aussi de former l'équipe RH, dans son rôle d'accompagnant, elle doit former les managers à la détection des signaux faibles, mais également les collaborateurs. Elle a un rôle aussi central qui est dans la clarification des postes. Nombre de sujets autour de la santé mentale sont liés à souvent des problématiques de pourtour, de frontières entre les postes et les missions. Donc c'est d'aider à clarifier les postes, les missions et les objectifs de chaque collaborateur. Bien évidemment, je le dis tout à l'heure, de déstigmatiser la santé mentale, de former les managers au RPS, mais aussi à l'intelligence émotionnelle. C'est aussi d'encourager, d'avoir une politique de parole, de feedback forte en entreprise pour pouvoir faire remonter tous ces sujets-là et ne pas les mettre sous cloche. Et enfin, c'est d'avoir une politique ou une stratégie d'équilibre de vie professionnelle et vie personnelle en construisant des politiques de temps de travail, de flexibilité adaptée, mais également des systèmes de conciergerie ou d'autres dispositifs qui œuvrent à l'équilibre professionnel et entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Et comme vous le disiez, en fait, il y a une limite, c'est que l'équipe RH, elle ne peut pas se substituer aux managers ou aux professionnels de santé. Donc les managers ont aussi un rôle fort, ils demeurent le maillon essentiel dans la prévention. Il y a des actions que seuls peuvent porter. Le manager, en étant sur le terrain, c'est le seul qui doit clarifier les points de tension et vérifier que le cadre de travail soit bon. J'en parlais tout à l'heure, donc la RH peut l'aider à clarifier les postes, les missions, mais il lui appartient à lui de clarifier clairement les frontières entre les rôles et les missions des uns et des autres. Il a un rôle de proximité fort auprès de ses collaborateurs, être attentif aux signaux faibles, tels qu'une baisse d'énergie, un retrait inhabituel, de l'irritabilité ou des erreurs répétées ou d'autres signes de désengagement qu'il peut y avoir. Et enfin, un autre acteur que les RH, avec lequel les RH doivent travailler de concert, c'est le centre de services de santé au travail, c'est le médecin de travail, pour analyser les risques, recevoir les collaborateurs en entretien et aider à aménager des postes ou accompagner des retours au travail suite à un arrêt, par exemple, pour problème de santé mentale. Et quel est le rôle de la direction dans tout ça ? La direction, elle doit donner le cadre général et les moyens aux managers. C'est pour ça que dès le début, moi, j'ai décidé de l'embarquer, d'en faire un sujet d'entreprise. Je ne peux rien faire sans ce rôle-là et la direction doit être les ambassadeurs, les sponsors, comme j'aime à les appeler, de ce sujet-là. Donc c'est donner un cadre général sur la culture d'entreprise, l'équilibre, la place à l'équilibre qu'on donne entre la vie pro, la vie perso et le cadre de travail de chacun, le transmettre aux managers, le clarifier auprès des managers et surtout donner les moyens aux managers de pouvoir accompagner et porter ces sujets-là. Tout à fait. En effet, il y a un besoin là-dessus. J'en reviens justement sur le rôle essentiel des managers que vous avez clairement commencé à évoquer et des actions qui peuvent porter de par leur proximité ou du moins de la relation normalement plus régulière avec leurs équipes que les ressources humaines ou que la direction. Alors, mais ce sujet de santé mentale, ça peut leur faire peur aux managers. Comment est-ce qu'on peut les accompagner sur ces problématiques de santé mentale ? Alors, oui, ça peut leur faire peur ou ça leur fait peur, parce qu'il y a un poids fort en termes de responsabilité qui leur incombe. Donc la première chose, c'est de dédramatiser et de
mettre des mots sur ce qui peut leur faire peur, ce qui leur incombe et ce qui incombe, à l'entreprise au sens large. Donc il faut les embarquer dans la campagne, de prévention et d'action là-dessus. Ça commence par les former aux risques psychosociaux. Il existe nombre d'organismes, là-dessus, mais déjà c'est leur en parler. Qu'est-ce que c'est, qu'un risque, psychosocial et comment ça se traduit? Donc c'est leur apprendre à détecter les signaux faibles, à ne pas fermer les yeux, heu, pour pouvoir, les accompagner à faire de la prévention, les armer et surtout les amener à ne pas aggraver une situation. On peut aussi les former, sur le feedback, savoir dire à un collaborateur ce qui va, ce qui ne va pas, de façon objective, et donc du coup percutante dans le bon sens du terme pour le collaborateur et non avec un effet aggravant ou dévastateur parfois, hein. Donc faire un feedback, c'est pas seulement, flatter ou rabaisser, mais il est là pour faire grandir en se basant sur des faits, des ressentis. Donc si je résume, c'est parler du sujet avec eux, le dédramatiser, rappeler quelles sont les responsabilités des uns et des autres. Face à ça, c'est les former, leur donner les moyens, les former sur les RPS, le feedback et les accompagner à clarifier le rôle, les missions de chacun. D'accord. Alors, pour rentrer un peu plus dans le concret, j'aimerais qu'on parle, de votre expérience chez Eurecia, parce que le taux d'absentéisme, ne dépasse pas la barre des 2, ce qui reste, quand même, assez positif pour, être souligné. Et vous nous avez confié en début de podcast avoir une vraie culture de prévention. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples d'actions qui vous ont paru importantes auprès de vos équipes, justement dans cette prévention? Mmh mh. Oui, très bien. Oui, alors 2 on en est très content. On espère que ça va durer et que nos actions de prévention, vont continuer à porter leurs fruits. Donc comme j'ai dit précédemment, moi j'ai fait le choix de former l'ensemble des managers, donc une trentaine de managers aux risques psychosociaux en partant, du COMEX, du CEO du COMEX, en passant par le CODIR et l'ensemble des managers jusqu'au team leader. On a également, fait le choix, au-delà de former les managers, c'est de faire des ateliers de sensibilisation à la santé mentale, en juillet et en septembre dernier, où 16 collaborateurs ont été, formés. On a également fait, 2 ateliers sur la régulation de sa charge mentale, sa propre charge mentale, en décembre dernier, où on a un peu moins d'une vingtaine de collaborateurs qui ont été formés. On a aussi fait venir en juin l'année dernière une troupe de théâtre, où on a fait une animation de théâtre, sur le thème du stress, où 20 collaborateurs ont participé et assisté à cette scène. On a aussi, durant la semaine de la QVCT en juin dernier, lancé, ça a été le point de départ du lancement d'une affiche de sensibilisation sur Parlons travail, en fait. Qu'est-ce qu'on doit attendre du travail? Comment on sépare, en fait, ce que c'est le travail, ce que c'est que les ressentis, ce que c'est, la vie personnelle. On a aussi mis en place une campagne d'affichage de sensibilisation lors de la semaine de la santé mentale en octobre dernier sur, comment repérer des signaux de mal-être, comment agir. On a aussi envoyé, un lien, on a fait écouter un podcast à tous nos salariés, sur le sujet. Hem, Parallèlement à ça, pour savoir si ça marche, on mesure régulièrement, tous les mois, on mesure l'engagement et le bien-être de nos collaborateurs via notre SIRH. Et là, dernièrement, on est venu mettre en place des préventeurs en santé mentale qui ont suivi une formation à ce sujet. Pour ça, je ne l'ai pas fait seule, je me suis fait accompagner de notre prévoyance, qui m'a parlé de cette formation, qui a parlé de cette formation à mes équipes et qui m'a aidée à la dispenser. Donc aujourd'hui, on a une quinzaine de salariés qui sont préventeurs en santé mentale. Comme les sauveteurs en secouristes du travail, on a ces préventeurs-là. Et maintenant, on travaille avec eux à acter leur rôle auprès de tous et à faire vivre leur rôle auprès de tous pour améliorer encore et prévenir la santé mentale, le sujet de santé mentale dans l'entreprise. D'accord. Et du coup, au-delà de ces ateliers de prévention, par exemple, est-ce qu'il y a des dispositifs, auxquels on pense pas forcément, mais qui peuvent venir en aide aux entreprises qui souhaitent agir en faveur de cette santé mentale? Je pense par exemple à, bah, une charte de santé mentale ou, au service gratuit Mon soutien psy, par exemple, qui propose un accès facilité à l'accompagnement psychologique et que bon, bref, on ne connaît pas forcément. Donc là, ma question, c'est est-ce que vous avez des conseils pratico-pratiques pour tout type de structure et notamment celles qui n'ont pas beaucoup de moyens ou du moins de ressources?
Alors, le premier conseil, c'est de se rapprocher de sa caisse de prévoyance, parce que souvent, les caisses de prévoyance étant un gros acteur qui vient financer les arrêts de travail, hein, contribuer au financement des arrêts de travail, ils ont pris en main ce sujet-là et donc ils accompagnent les entreprises là-dessus. Le deuxième moyen, vous en parliez, Pauline, il y a un outil extraordinaire quand même que le gouvernement a mis en place, Mon Soutien Psy, qui propose 12 séances qui sont chez un psy, référencé par l'assurance maladie, qui propose donc de financer 12 séances prises en charge par an. C'est accessible à tous, on n'est même pas, ce n'est pas que pour les salariés de l'entreprise, mais donc quelque chose de très pratique, c'est informer sur l'existence de ce dispositif l'ensemble de vos collaborateurs, régulièrement mettre à disposition les liens d'accès sur la plateforme gouvernementale là-dessus. Donc c'est communiquer régulièrement là-dessus. On n'est pas venu mettre, nous, une charte en santé mentale, mais on est venu accentuer et renforcer et mettre en place la charte de la déconnexion. J'ai voulu la penser bonne pratique de déconnexion. C'est-à-dire, on est venu négocier et on est venu proposer tout un dispositif vraiment de déconnexion sur la gestion des réunions, les bonnes pratiques sur les réunions, les horaires de réunion, le nombre de collaborateurs autour des réunions, mais également la structuration des réunions. On a également donné des bonnes pratiques sur les prises de pause en entreprise, hein, le bienfait que ça peut avoir versus des fois les versions un peu plus négatives qu'on pourrait avoir sur la pause. On est venu aussi acculturer et donner des tips sur les temps de concentration, comment gagner en efficacité et donc en allègement de la charge mentale si on apprend à se concentrer. On est aussi venu, dans travers cette charte, travailler sur le choix et le timing quant à l'utilisation des canaux de communication qui sont nombreux aujourd'hui dans les entreprises et qui peuvent venir apporter une charge supplémentaire mentale dans l'expérience de nos collaborateurs. Donc l'objectif de cette recherche, de façon très concrète, et il n'y a pas besoin de gros moyens, il y a besoin un peu d'astuces, c'est de venir donner des bonnes pratiques pour alléger la charge mentale de nos collaborateurs et les amener à se concentrer et à se focuser sur le travail, sur des temps assez importants, pour pas qu'après ça vienne déborder en problème, en pathologie mentale. On est venu aussi, alors de façon pratico-pratique, il n'y a pas forcément besoin d'un gros budget, mettre en place un système de conciergerie qui a pour vocation d'alléger les charges mentales des collaborateurs en mettant à disposition, en apportant des services au sein de l'entreprise. Qui peuvent être cofinancés à entreprise, mais aussi 100% payés par le salarié. Mais on est venu mettre en place la gestion de cours de sport, de yoga, mais également de massage, de nettoyage de voiture, de livraison de repas, que ce soit pour le midi, mais également pour ramener le soir chez soi, des livraisons de paniers de fruits et de légumes ou de tout autre produit alimentaire. C'est comment en fait on vient alléger la charge mentale de nos collaborateurs, ce qui peut polluer nos collaborateurs et leur apporter une pression supplémentaire pour venir se focuser sur le travail et du coup de ne pas porter ce poids-là. Et enfin, de façon très pratique, pratico-pratique, il y a un acteur, il y a deux acteurs, on en parlait tout à l'heure, Pauline, c'est d'échanger très souvent avec le CSE et les managers sur ce sujet. Ils sont souvent très porteurs d'idées très pratiques, à moindre coût pour les entreprises et assez efficaces. Tout ce dont je vous parle là, c'est co-construit avec eux, c'est pas des idées que seule l'équipe RH est venue trouver. D'accord, alors pour résumer quand même ces bonnes idées à retenir, donc se rapprocher de sa caisse de prévoyance, il y a parfois des solutions à déjà en tirer, informer toutes les équipes sur le dispositif Mon Soutien Psy, hein, avec les séances prises en charge dont vous avez parlé, la mise en place d'une charte de déconnexion, la conciergerie aussi, comme vous venez de vous dire, qui est un bon moyen d'alléger les charges mentales et qui ne sont pas forcément source d'énormément de travail, de dépenses, etc. à côté. Et puis un point voilà, qu'il ne faut pas oublier et qui reste assez facile à faire, c'est les échanges donc avec le CSE et ses managers. Or, ma question,
il y a globalement un tabou autour de cette santé mentale, même chez les RH. Il y a une difficulté à libérer la parole. Est-ce que vous pouvez nous parler du programme Colibri que vous avez mis en place? Il pourrait donner des très bonnes idées à nos auditeurs. Il y a 2 ans, j'ai souhaité avancer sur, le feedback dans l'entreprise. Le feedback aujourd'hui est une compétence, qu'on demande, en termes de maîtrise à tous nos collaborateurs et j'ai souhaité avancer sur le développement de cette compétence et de cette pratique en entreprise. Je suis convaincue que le feedback, c'est un outil impactant et qui peut venir désamorcer, bon nombre, de situations compliquées et de tensions en entreprise. Hem, il y a quelques années, depuis quelques années, chaque collaborateur pouvait déjà via notre SIRH faire un feedback à notre collaborateur, à un manager. Je voulais aller au-delà de ça, donc j'ai créé un programme, feedback, sur la base du volontariat avec, des collaborateurs qui se sont portés volontaires pour être les ambassadeurs du feedback au sein de l'entreprise. On a une dizaine de collaborateurs qui s'est porté volontaire et qui ont été du coup, tous ces collaborateurs ont été formés au feedback et à l'ingénierie de formation. Ce collectif de collaborateurs qui s'est appelé des Colibris en référence à une anecdote sur un colibri qui a essayé de faire ce qu'il pouvait pour éteindre un feu, dispense dorénavant tous les mois des ateliers sur le feedback aux collaborateurs, aux managers. Donc ils sont venus monter un programme de formation très pratico-pratique sur le feedback en entreprise pour former et inciter chacun à lancer et à faire des feedbacks. Ils sont aussi en charge régulièrement de sensibiliser avec notre équipe de com interne l'ensemble des collaborateurs sur le feedback pour les inciter. On voit que ça prend bien parce que cette compétence-là, feedback, augmente d'année en année et les collaborateurs s'en emparent. Très bien, en effet, ça aide à favoriser le dialogue finalement. Alors, comment est-ce que vous avez réussi à incarner cette culture de la prévention de la santé mentale et à l'intégrer dans votre culture d'entreprise à tous les niveaux hiérarchiques? Alors, c'est parce que je l'ai intégré dès l'onboarding, voire même dès le recrutement des candidats. On invite tous les collaborateurs dès leur embauche à faire des feedbacks. Notamment dès l'embauche à travers 3 welcome interviews qu'on est venu intégrer dans notre programme d'onboarding. Donc la première welcome interview, elle se fait auprès du recruteur. Donc le recruteur demande à la personne, au collaborateur qui a intégré l'entreprise, 15-20 jours après son arrivée, de lui faire des feedbacks sur son expérience candidat et sur ses premiers jours dans l'entreprise. Donc de l'amener à faire un retour constructif sur ce qu'il vit, sur comment il a vécu son recrutement, ce qu'il pourrait améliorer, ce que l'entreprise pourrait améliorer. Il y a une deuxième welcome interview qui se fait avec son manager et l'HRBP en charge du périmètre. Et cette fois-ci, on amène le collaborateur à faire des retours sur ses missions et ses conditions de travail. Cette interview-là, elle a lieu 30-45 jours après l'arrivée du collaborateur et elle est focusée, voilà, mission, conditions, et c'est fait directement auprès de son manager. Et enfin, le troisième échange, la troisième interview, elle se fait auprès du CEO et de moi-même. Elle se fait collectivement au bout de 45 jours, à peu près entre 45 jours à 3 mois d'intégration dans l'entreprise. Elle se fait en groupe, cette fois collectivement. On reçoit 5 à 6 collaborateurs qui viennent d'arriver et on leur demande de nous faire des retours sur le projet de l'entreprise, la culture de l'entreprise et ses valeurs principalement. Donc ces welcome interviews me permettent à moi d'avoir cette culture en fait de feedback forte dans l'entreprise et donc d'arriver à prévenir. Au-delà de ça, en termes de prévention, comme je vous disais, c'est quelque chose qui j'intègre depuis quelques années maintenant dans le document unique de prévention des risques et que je co-construis avec les managers et le CSE et que je construis aussi grâce à tous ces retours-là que j'ai en termes de feedback, que ce soit ces différentes interviews dans le welcome interview, mais également les feedbacks qu'on peut avoir de toutes parts dans l'entreprise. Alors, j'en profite pour souligner la pratique, enfin, de l'interview avec le CIO et la VP, qui est quand même
assez rare finalement pour être soulignée, mais du coup assez intéressante. Est-ce vous avez d'autres process, d'autres pratiques où le CIO ou vous-même, vous êtes dans l'échange direct avec n'importe quel niveau hiérarchique de collaborateurs? Oui, on a tous les deux, en accord avec l'ensemble du COMEX, souhaité mettre en place d'autres pratiques où on pouvait échanger directement avec les collaborateurs. Donc notre CEO déjeune une fois par mois avec une douzaine de collaborateurs en entreprise, au cours duquel il aborde tous les sujets dont les collaborateurs souhaitent parler avec lui. Donc ça peut être des sujets sur les missions, sur le projet, sur les conditions de travail, sur le produit, sur des offres. Donc voilà, il a ce temps dédié une fois par mois où il déjeune avec tous les collaborateurs. Moi, je fais la même chose tous les mois avec 3 managers avec lesquels je déjeune également en dehors de l'entreprise pour avoir un peu un moment off, un moment hors cadre où en fait je peux échanger. Ils peuvent me remonter euh, différents sujets, que ce soit personnel en tant que manager ou professionnel avec leurs équipes ou inter-équipes et sur lequel on vient échanger, trouver des solutions. Mais déjà, ne serait-ce que libérer la parole, je vois que ça soulage et je vois que ça apporte beaucoup en termes d'amélioration des conditions de travail de tous. D'accord. Et est-ce qu'il y a d'autres pratiques que vous avez mis en place pour favoriser le lien et les échanges de manière justement un peu plus informelle? Oui, alors au-delà en fait des team building qu'on peut avoir et que l'entreprise organise, hein, que mon équipe ou que les managers organisent au sein de l'entreprise et dans le cadre de l'entreprise, on a choisi de donner un budget à tous les managers de l'entreprise pour organiser des team building en dehors de ceux qui sont organisés par l'entreprise. L'idée, c'est d'aller voilà, créer du lien, comme vous l'avez dit, avoir d'autres échanges, des moments de convivialité hors cadre où on peut apprendre à mieux se connaître, on peut échanger sur d'autres choses et on peut se parler plus facilement. On a aussi mis en place depuis quelques années des stand-up tous les mois, au cours duquel tous les collaborateurs sont réunis, qui commencent toujours par un échange, un partage de petit déjeuner tous ensemble, parce que c'est tôt le matin, c'est dès 8h30 jusqu'à 10h. Un petit déjeuner tous ensemble, où on aborde déjà tous les sujets d'actualité, l'avancement des projets. Et la particularité de ces stand-up, c'est que c'est pas la direction qui s'adresse aux collaborateurs et qui parle de ces sujets ou de ces projets. Ce sont les collaborateurs eux-mêmes, ceux qui portent des projets et des sujets qui sont finalisés ou bien avancés, qui les présentent aux autres collaborateurs. Ça rejoint vraiment cette culture de on parle, on communique tous, et en fait, on est tous responsables et on porte tous, on apporte tous surtout sa pierre à l'édifice à l'entreprise et on en voit le bénéfice. Ok, eh ben Marianne, notre podcast arrive à sa fin. Est-ce que je peux justement vous laisser le mot de conclusion? Oui, avec plaisir. Ce que je dirais, c'est que en termes de santé mentale, ben, tout le monde a un rôle à jouer. C'est un sujet sur lequel il vaut mieux être en prévention qu'en réaction. Eh bien, merci beaucoup, Marianne, de nous avoir livré toutes ces pratiques et retours d'expérience très enrichissantes des actions que vous avez mis en place justement dans le cadre de votre vie professionnelle chez Eurecia. Un grand merci à vous. Merci à vous, Pauline. La santé mentale en entreprise est devenue un enjeu structurant d'organisation, de management et de culture. Les RH jouent un rôle central autour de la prévention et de l'accompagnement, mais ils ne sont pas seuls à avoir un rôle à jouer. Les managers sont le maillon clé de proximité. La direction, elle, fixe le cap et donne les moyens. Et chaque collaborateur contribue à son niveau à la qualité du bien vivre ensemble. L'entreprise a une responsabilité forte, mais elle a aussi ses limites. Elle n'a pas vocation à se substituer aux professionnels de santé. Savoir orienter, coopérer avec la médecine du travail et activer les dispositifs existants fait partie d'une démarche responsable. Commencez simple et commencez concret. Entourez-vous, formez vos managers, mesurez le climat réel de vos équipes. Communiquer sur les ressources disponibles. Un atelier, un baromètre d'engagement, une formation au RPS ou encore un feedback bien construit peuvent déjà changer la dynamique. En matière de santé mentale, la prévention sera toujours moins coûteuse que la réaction.
Et pour mettre un premier pied à l'étrier, n'hésitez pas à vous procurer et à distribuer à vos salariés le fascicule Porter secours des éditions Tissot. Il est idéal pour connaître les bons gestes à pratiquer en cas d'urgence physique ou mentale. Encore un grand merci à Marianne Cordray de chez Eurecia pour ce partage d'expérience. Et si cet épisode vous a été utile, partagez-le autour de vous, car c'est collectivement que se construit la culture de prévention. Les éditions Tissot et Culture RH vous donnent rendez-vous dans un mois pour un nouvel épisode de Sur un air de RH. À très bientôt.